Bonjour tout le monde, donc dans la prochaine vidéo, on va parler des métaux non ferreux. Le premier tableau aussi que j'ai décidé de prendre, ça explique pas mal les caractéristiques des métaux non ferreux qu'on va retrouver, donc les plus courants. Donc ils sont tous ici. Mais je vais quand même lire certains passages qu'on retrouve dans le livre. L'aluminium est un métal un blanc brillant, qui tire légèrement sur le bleu. J'ai pas nécessairement observé que ça tirait sur le bleu, là, mais c'est blanc. On obtient facilement un beau fini poli, puis il est aussi léger, donc 3 fois plus que le fer. Et sa caractéristique, c'est qu'il est très malléable et il conduit la chaleur 3 fois mieux que l'acier. Le magnésium, les alliages d'aluminium-magnésium peuvent être forgés ou coulés, mais ils ne peuvent subir de traitement thermique à moins qu'il s'agisse d'alliages coulés et qu'ils contiennent plus de 10% de magnésium. Modérément tenace et résistant à la corrosion. Le magnésium là, est beaucoup utilisé dans les pièces d'automobile. On le voit aussi souvent dans les pièces d'avion, dans le domaine aéronautique. Le duralumine, c'est un alliage d'aluminium, de cuivre, de magnésium, de manganèse, de silicium et de fer. Donc, c'est un amalgame de plusieurs métaux qui est très léger et qui durcit par vieillissement. Je vais vous montrer c'est quoi un durcissement par vieillissement. Donc, il durcit graduel avec la température ambiante. C'est un métaux qui est très utilisé dans le domaine de l'aviation et de l'automobile. Le zinc, c'est surtout comme élément d'alliage. On va se servir du zinc. Aluminium-zinc, exemple. Donc, c'est un métaux qui contient, en plus du zinc, d'autres éléments d'alliage comme le cuivre et le magnésium. C'est parmi les alliages les plus robustes en aluminium. Donc, ça aussi, ça se fait par durcissement par vieillissement. Et c'est souvent employé pour l'aérospatiale, surtout pour les structures d'avion. Structures d'ailes et structures d'avion, parce que c'est très dur, très rigide, et c'est très léger. Le silicium, les alliages d'aluminium-silicium, comme vous voyez ici, c'est une jante pour les voitures. Donc, sont très faciles à couler, ce qui permet de réaliser des formes complexes, comme dans l'industrie automobile, des corps de carburateur, là, toutes les pièces qui sont en aluminium, qui ont une forme là, excentrique. On va faire ça en aluminium-silicium. Le silicium-magnésium, donc on peut mélanger d'aluminium, silicium et de magnésium ensemble. Puis ça, c'est un mélange qui est très populaire. C'est surtout qu'on voit ça pour la fabrication là, des boîtes, des petites embarcations, des garde-fous sur les ponts, puis des carters. C'est toutes des pièces d'auto. Le silicium, puis les alliages de silicium-magnésium, il y a beaucoup de pièces automobiles aujourd'hui qui sont fabriquées avec ces métaux-là. Alors, si on vous présente une pièce qui ressemble un peu à une pièce d'auto, puis qui est moulée de forme excentrique, là, on va premièrement essayer de faire le test avec l'aimant, voir si c'est de la fonte ou si c'est de l'aluminium. Puis si on se rend compte que c'est non magnétique, bien, on sait qu'on a affaire à de la fonte. Puis si c'est de la fonte, bien, on sait que on a peut-être affaire à ces deux types de fontes-là, qui sont les deux types de fontes qui se soudent quand même facilement, là, moyennant au moins qu'ils soient bien nettoyés à la surface, là, c'est des pièces qui se soudent quand même assez facilement. Le magnésium, ça ressemble à l'aluminium
OK? C'est non ferreux, là, puis au niveau de sa ressemblance, c'est pratiquement pareil, sauf c'est pas mal plus gris foncé, OK? Ici, on dit grisâtre, là, mais je vous dis, c'est pas mal gris charcoal, je vous dirais. La particularité du magnésium, c'est qu'il risque de s'enflammer lorsqu'il est chauffé à l'air libre. Là, on dit chauffer, mais c'est lorsqu'il atteint son point là, de fusion, là, il va s'enflammer avant de plutôt que de prendre la forme liquide. Donc, c'est à considérer. Là, si j'ai l'intention de mettre ça, de faire une pièce quelconque, là, c'est des choses que je dois considérer. C'est quand même assez... souvent, on va se servir de la poudre de magnésium pour mettre dans les feux d'artifice. Là. Ça devient très blanc, très brillant. En fait, tous les métaux se retrouvent dans les feux d'artifice là, pour chacun leurs caractéristiques, que ce soit du rouge au bleu, au vert. C'est tous des métaux. C'est rien d'autre que ça. C'est pas de la magie. Alors voilà. Le cuivre, c'est un métal brun tirant légèrement sur le rouge. Pour ceux qui ont jamais vu ça, là, pensez au sous la monnaie, là, c'est cette couleur-là. Il vient au troisième rang des métaux les plus utilisés après l'acier et l'aluminium. Le cuivre est facile à mettre en forme. Le cuivre ternit, mais ne rouille pas. Et le cuivre à l'état pur est utilisé pour la fabrication de fils électriques, des appareils de communication, de la tuyauterie, des toitures, etc. On appelle la couche d'oxyde, c'est du verre de gris. Donc, lorsqu'il est couvert d'une couche d'hydrocarbonate, ça, on appelle ça du verre de gris. C'est quand il est contact de l'humidité de l'air chargé de gaz carbonique. C'est une forme d'oxydation, mais ça ne rouille pas. Le laiton, c'est un alliage de cuivre et de zinc, dont la teneur en zinc peut excéder les 50%. Le laiton, on a deux formes de laiton. On a du laiton jaune, puis on a du laiton rouge. Le laiton jaune, on peut penser aux conduits de radiateurs et systèmes de climatisation. Donc, encore là, pourquoi je vous dis que le laiton rouge, on retrouve ça là-dedans? Ben, ça, c'est si on t'amène un radiateur à réparer, puis tu as des tuyaux qui passent dedans, ben, tu pourras au moins te rappeler que je te disais à un moment donné que ça se pourrait que ça soit du laiton jaune. C'est juste pour ça que je fais ça. Le laiton rouge, les conduits à essence, les conduits à essence et de transport d'huile. Le nickel est un métal blanc grisâtre présentant une bonne dureté. Il est malléable et ductile et c'est un bon conducteur, meilleur conducteur de chaleur que les aciers. Toutefois, lorsqu'il est allié avec du cuivre ou du chrome ou du fer ou du molybdène, il est moins conducteur. On utilise les alliages de nickel pour produire des pièces devant supporter des températures élevées, que ce soit aussi pour des résistances électriques, que ce soit pour le chauffage, des évaporateurs, des échangeurs pour l'industrie chimique. Là, c'est tout qu'est-ce qui a rapport avec ça. Là. Il y a des grandes chances qu'il y ait du nickel incorporé dedans. Il me reste à parler du titane. Le titane, c'est un métal blanc, mais je vous dirais qu'il est plus gris, là. Il est vraiment gris mat. Et le titane est... Le titane, là, c'est vraiment particulier comme métaux non ferreux. On n'en voit pas souvent. Okay? Ça, si vous en voyez, je vais vous en montrer quelques échantillons. Là. On n'en voit pas souvent, puis vous allez probablement jamais en souder dans votre vie, mais si jamais vous le faites, prenez le temps de contempler comment que le titane s'est fait. Là. C'est vraiment un métaux fascinant au niveau de sa durabilité, puis sa flexibilité, et ainsi de suite. Là. C'est très bien. C'est une super belle invention. C'est dommage que ça soit si cher parce qu'on pourrait faire plusieurs items de tous les jours en titane. Bref, une bonne résistance à la corrosion.
Puis sa charge de rupture est élevée, puis ça a des bonnes propriétés mécaniques à haute température. C'est aussi résistant que l'acier, tout en étant 2 fois plus léger. On l'utilise dans les industries aérospatiales et chimiques. De plus en plus, on trouve le titane et ses alliages dans les différents secteurs industriels. Okay? Mais pas encore assez à mon avis, mais c'est un alliage qui est difficilement soudable, sauf dans les conditions idéales. Puis c'est difficile aussi à faire. C'est pas comme faire une fonte d'acier là, quand on fait du titane. En résumé, là, ça c'est encore là, on vient de voir les métaux non ferreux. On n'a pas besoin de savoir toutes les caractéristiques des métaux non ferreux, mais de les comprendre, parce que si on nous amène une pièce, on doit au moins savoir c'est quoi. Donc, tout ça, là, c'est tout dans le but de savoir à quoi on a affaire, quel type de métal qu'on va s'apprêter à souder. Donc, c'est très important à savoir. Alors voilà.